Allez, on va parler de ces convois de la liberté. Un certain nombre sont partis de quelques villes. Il y a eu Nice et Perpignan. On va s'intéresser à Nice avec ce reportage de Régine Delfour. Écoutez. À Nice, les motards prennent la tête d'un des convois de la liberté. Dans un concert de klaxons, plusieurs dizaines de voitures les suivent. À leur bord, des retraités, des mères de famille, mais aussi des salariés. Tous réclament la fin du pass vaccinal, avec un seul mot d'ordre, le retour à la vie normale. Les gens ne comprennent pas pourquoi il faut prendre, on peut prendre le RER ou le métro à Paris toute la journée sans pass vaccinal. On ne peut pas le faire entre Lyon et Paris si vous prenez le TGV. Pour beaucoup, ce mouvement est un mouvement d'espoir, apolitique et surtout pacifique. Certains ont décidé de partir en famille, comme Sébastien avec Lohan, son fils de 13 ans. J'espère qu'on sera bien, qu'on n'aura pas trop froid. Il y a des amis là qui vont nous amener des duvets parce qu'on n'était pas équipés pour. Et on compte un peu, on sait que ça va bien se passer. Moi, je pense réellement que ça va bien se passer. D'autres, comme Didier, estiment être depuis trop longtemps manipulés. Où sont nos libertés? Où est passé le social? Qu'est-ce qui est devenu tout ça? Et au service de quoi? Prochaine étape, Avignon ce soir. Les participants reprendront la route demain matin et espèrent voir grossir leur convoi. Voilà, ils refusent ce pass vaccinal, ils refusent les restrictions. Là, ils ne sont plus un troupeau, Charles Consigny. Ces Français-là, pour vous, il faut les soutenir. Pour moi, personne n'est un troupeau. Oui. C'est pour Emmanuel Macron que les Français sont un troupeau. Bien son nom ou pas? Écoutez, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol. Je comprends qu'ils en aient ras-le-bol. On constate qu'il y a un abus de la part du gouvernement et de la part d'Emmanuel Macron dans ces mesures sanitaires, qu'en fait, on se rend compte qu'elles ne sont pas forcément imposées juste pour des motifs sanitaires qui, eux, seraient compréhensibles, mais en fait pour des motifs politiques. Ça commence à faire beaucoup et ça commence à être long. Et je constate aussi que le comportement, les mesures, le langage aussi d'Emmanuel Macron crée un ressentiment et des réactions violentes dans la population française. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle depuis le début de ce quinquennat. Les gilets jaunes, c'est à cause de l'attitude d'Emmanuel Macron qui s'est comporté. La hausse des prix du carburant et des 80 km/h aussi. Oui, mais donc Macron-Philippe, si vous voulez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Une attitude de monarque républicain qui prend tout le monde de haut et des mesures qui ne sont pas nécessaires et qui sont méprisantes pour la population. Bon, ça crée des réactions violentes. Et là, on se retrouve de nouveau avec des réactions violentes, avec des blocages. Ils sont pas violents, ils sont pacifiques. On va voir comment ça. C'est violent. Si les accès des villes sont bloqués, si on peut plus circuler, c'est violent. Voir, Mais c'est violent ça, Jean-Claude. Mais si, on va voir. Pour l'instant, il n'y a rien de bloqué. Tu vas voir. À mon avis, je ne fais pas de pronostic. Confrontation avec les policiers. Je pense que ça va être assez suivi et je pense que vous allez encore, comme d'habitude, avoir une attitude du président et du gouvernement qui va consister à mépriser ces gens, à dire que c'est une frange d'extrémistes, d'idiots, de gens qui n'ont rien compris. Et ça va être toujours ce même clivage qui est insupportable et qui est un manque de respect pour les Français. Un tout petit mot, Karim, avant qu'on reparte sur le terrain. Les gens qui ont été interrogés dans ce convoi de la liberté, je trouve que c'est plutôt bon enfant. Ouais. Ils partent en famille, donc je vois aucune agressivité dans leurs propos. Je vois des gens effectivement en colère, des gens qui ont envie de manifester, une contre-société, puisqu'ils estiment qu'effectivement cette privation de liberté n'est pas tolérable de leur point de vue. Ils mettent aussi le point sur des incohérences de la gestion de la crise sanitaire. Ils le font bon an mal an, d'après ce que j'ai entendu là, sans aucune volonté ni d'agressivité, ni de violence. Ils les emmèneraient pas leurs enfants dans la voiture. Je pense pas que ces gens soient des irresponsables. Il fait violent. Il faut pas que ce soit mal compris. Je dis que ça va encore. C'est une réaction populaire qui part de la base, et qui est une réaction aux mesures du gouvernement. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. Partira sur le terrain avec nos envoyés spéciaux, Stéphane Burgat d'Europe 1, Jean-Luc Thomas de CNews. Ils nous feront vivre ce mouvement des convois de la liberté. À tout de suite. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve. Et on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Jean-Claude Dacier, avec Charles Consigny qui soutient Valérie Pécresse, Alexandre Devecchio, Karim Zerebi. On continue à parler de ces convois de la liberté. Un certain nombre ont déjà démarré ce matin. À Nice notamment, Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1, est avec nous. Bonsoir Stéphane. Vous avez suivi ce convoi jusqu'à Aix-en-Provence où vous vous trouvez, je crois. De qui est-il composé? Qui sont les gens qui ont participé et combien sont-ils à ce convoi?
Alors sur le convoi, on a à peu près un cortège qui est assez stable d'une centaine de véhicules. Depuis ce matin, même si certains arrivent, d'autres repartent en cours de convoi, chacun un peu ses obligations. À l'intérieur de ce convoi, on retrouve des gilets jaunes, bien sûr, j'en ai face à moi, on entend leur chant traditionnel, bien sûr. Il y a beaucoup qui ont rejoint les mouvements de contestation après les gilets jaunes, qui n'ont pas fait partie de ce mouvement-là, qui ont découvert un petit peu la contestation avec le mouvement anti-pass. On retrouve toutes sortes de catégories sociales. Il y a des soignants, des restaurateurs, des mères de famille. C'est assez hétéroclite. Pas mal de retraités aussi dans ce convoi. Et il y a aussi d'autres formes de contestation. On peut le voir sur les pancartes. D'autres viennent aussi, en plus des revendications sur la liberté, porter d'autres revendications qui sont liées par exemple au pouvoir d'achat. D'accord, pouvoir d'achat donc, la vie chère, tout ce qui concerne la hausse des prix en ce moment. Exactement, voilà. Même si c'est plus marginal, vraiment le premier mot d'ordre qu'on peut voir sur les slogans, sur toutes les pancartes qui sont là, c'est liberté. C'est liberté, c'est ce mot-là qui revient absolument partout dans tout ce qui est clamé depuis ce matin à Nice et donc jusqu'à ce soir à Avignon, étape finale de ce premier jour. Et Stéphane, tout est pacifique évidemment, tous ces gens sont très calmes. Oui, exactement, c'est ce qui a été revendiqué dès ce matin, mouvement pacifique. Un des coordinateurs du mouvement, du convoi en tout cas niçois, nous expliquait qu'il n'était par exemple absolument pas question de créer des blocages où que ce soit. Eux, leur but c'est de faire monter leurs paroles, de créer une attention médiatique, mais pas de se mettre hors la loi, pas de créer le moindre blocage. C'est ce qui est dit comme mot d'ordre en tout cas sur ce convoi-là. D'accord, donc ils ne craignent pas la confrontation avec les forces de l'ordre s'ils arrivent aux alentours de la capitale, non, c'est ça? Non, puisque en tout cas si eux ils restent sur cette politique-là, comme on le voit là actuellement, ils sont sur le parking d'un hypermarché à Aix-en-Provence. Les policiers sont là bien sûr pour voir qu'il n'y a aucun trouble à la circulation. Pour l'instant tout se passe bien, c'est une ambiance de fête et un accueil chaleureux vraiment qui est réservé à chaque fois à ces cortèges sur chaque halte qu'ils peuvent faire avec des donneurs, des choses comme ça, mais c'est plutôt une ambiance bon enfant pour l'instant. Merci beaucoup pour ces précisions Stéphane Burgat. Ça rappelle vraiment le début des Gilets jaunes, avec cette ambiance bon enfant sur les ronds-points, avec cet accueil extrêmement favorable de la population. On sait que ça a évidemment tourné différemment par la suite parce que le mouvement a été récupéré, mais c'est la même ambiance pour l'instant, Alexandre Devecchio. Oui, le même procédé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas à l'initiative d'un syndicat, d'un parti politique, ce sont des gens qui ont le drapeau français. Ça me frappe toujours, je trouve ça extrêmement sympathique pour ma part, et qui tentent de s'organiser eux-mêmes d'une certaine manière. Et je crois que on va voir ça de plus en plus souvent. Et le premier mouvement en fait de ce type, ça a été quelque part la manif pour tous, avec déjà un côté province contre Paris, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de la province et ils n'étaient pas du tout à l'initiative du clergé, qui était très en retrait là-dessus, mais ils se sont descendus pour défendre leurs valeurs. Et ensuite, il y a eu les Gilets jaunes. Et je crois que tous ces mouvements-là, bien sûr, c'est des revendications très différentes, il ne faut pas tout mélanger, mais sont quand même des symptômes d'une partie des Français qui ont l'impression d'être plus très bien représentés par leur classe politique, d'être face à une classe politique déconnectée, d'être un peu méprisé. C'est pour ça que je dis que c'est souvent des mouvements qui viennent soit de la France périphérique, soit de la province. Là, ils veulent converger vers Paris, c'est pas tout à fait un hasard. Vers Bruxelles, c'est pas tout à fait un hasard non plus, dans cette idée de déconnexion, de dépossession démocratique. Et je pense que voilà, on va voir ça de plus en plus souvent, ce type de mouvements sporadiques qui s'inscrivent dans un moment aussi de destruction des corps intermédiaires. On est dans une démocratie liquide où il n'y a plus les affrontements traditionnels classiques, il n'y a plus les partis politiques, il n'y a plus les syndicats, et il y a quelque chose qui est en train de naître autour de mouvements spontanés et qui peut-être demain s'incarneront dans des leaders d'un nouveau genre d'une certaine manière. Je ne dis pas du tout que ces gens-là sont favorables à Éric Zemmour, mais Éric Zemmour est un candidat qui n'est pas issu du sérail politique traditionnel, et de la même manière que Emmanuel Macron ne l'était pas non plus. Ses votes, c'est ce que vous nous dites, et qu'il pourrait drainer ses votes. En partie, je pense. Rapidement, alors Charles et Karim. Je pense pas du tout. Je suis pas d'accord avec Alexandre pour une raison simple, c'est que je pense que dans ce convoi de la liberté, il y a une inquiétude sur les libertés en fait, qui est exprimée par ces Français qui se disent en fait, mais là, le gouvernement
qui semble quand même plus enclin à servir les intérêts du 0,1% des Français les plus riches et des très grandes entreprises. Finalement, il s'assoit sur nos libertés. Macron n'aime pas la démocratie, ne consulte jamais son Parlement, écrase complètement ses députés, gouverne tout seul et nous soumet à une société de QR code. Donc il y a une inquiétude. Oui, mais là où je suis pas d'accord, c'est que je pense pas que cette inquiétude sur la démocratie puisse être récupérée par Éric Zemmour, qui selon moi nous fait vivre dans les années 60, si ce n'est, comme j'ai eu l'occasion de le dire, les années 30. Je pense qu'Éric Zemmour a une nostalgie qui est complètement anachronique. Je pense qu'il ne comprend pas le monde actuel, qu'il a une obsession exclusive qui est l'immigration, et donc je vois pas du tout comment on pourrait connecter ce candidat avec... Éloignons-nous de ça. Revenons juste sur les combats de la liberté. Mal exprimé, vaut mieux bien se faire comprendre. Je disais qu'on était dans une forme de démocratie liquide où on avait l'apparition de mouvements nouveaux. Donc je dis pas forcément que ça va converger vers Éric Zemmour, mais que l'apparition de partis nouveaux, comme l'était Emmanuel Macron, et sont aussi le symptôme d'une crise de la démocratie. Et donc ça participe d'un même mouvement. Karim, voilà, vous vouliez dire un mot, et après Jean-Claude. Je pense qu'il y a une quête de sens dans tous ces mouvements à l'origine et à la base. Une quête de sens, c'est là, le mot d'ordre, c'est liberté. Il peut y avoir une quête de sens aussi autour de la valeur travail. Donc, ces Français qui ont l'air fort sympathiques, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence, encore une fois, ils partent avec leurs enfants en voiture, presque vers une aventure humaine, porter un peu un idéal de société dans lequel ils ne se retrouvent pas, qui semble porté et incarné par aucune femme ou aucun homme dans le cadre de cette présidentielle. Donc, ils ne veulent pas bloquer le pays, ils ne veulent pas le mettre en difficulté, donc ils le disent eux-mêmes, ils ne veulent pas aller à la confrontation avec les forces de l'ordre, donc ils veulent lancer une forme de cri d'alarme, de cri d'alerte. Cette quête de sens, je pense qu'elle existait dans le mouvement des Gilets jaunes. Ne pas finir le mois convenablement, ne pas vivre dignement de son travail, avoir des inquiétudes sur le déclassement, l'avenir de ses enfants, c'est quand même le moindre que l'on soit en droit d'attendre en tant que citoyen, notamment dans ce moment fatidique qu'est la campagne présidentielle. Or, force est de constater qu'il n'appelle à voter personne. Donc, il s'oppose à une forme de démocratie, d'appareil, d'ambition, d'alliance, mais il ne se retrouve pas dans un candidat ou une candidate, et sinon il le dirait. En revanche, ils veulent se faire entendre. Ils estiment que le peuple de France n'est pas suffisamment entendu au nom de cette quête de sens qui est de plus en plus probante et qui n'a pas besoin d'intermédiaires. Ça, c'est quand même assez vrai. Enfin, je suis d'accord avec toi. Et puis, ils ont raison de manifester s'ils estiment que leurs libertés chéries sont en danger. Pour l'instant, il y a 100 et quelques voitures. Avant de tirer des leçons, si tu veux, sur la situation... Oui, justement, j'attends. Il y en a d'autres. Je ne crée pas l'événement pour qu'il se soit produit. J'attends de voir ce que ça va donner. Tu sens l'état d'esprit quand même. Je sais pas. Pour l'instant, j'entends un peu tout et le contraire de tout. Il y a des anti-vax, ils ont bien le droit. Il y a des anti-Macron, ils ont bien le droit. Il y a beaucoup de gens qui sont anti-Macron. Il y a des gens d'extrême droite. Mais ce qui me paraît, et je partage ce que tu as dit, c'est que pour le moment, c'est bon enfant, c'est sympa. Et ils ne veulent pas d'affrontement avec la police et bloquer la circulation où que ce soit. Très bien, formidable, j'approuve à la limite. Mais là où ça me gêne, c'est que personne n'incarne, comme le mouvement des Gilets jaunes qui en est mort. Personne n'incarne jamais en disant voilà ce qu'on a à dire. Ils ont tout à dire et le contraire un peu de tout. Le référendum, le départ de Macron, le licenciement des députés. C'est compliqué. Alors que l'on vote dans 60 jours. Je trouve dommage qu'il y aura combien 7, 8, 9 candidats qui va aller de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il y a quand même du choix. Je trouve dommage que cette expression démocratique, on n'a rien inventé de mieux pour l'instant qu'une grande élection présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'ils voteront pas. J'espère qu'ils vont voter et qu'ils choisiront le candidat qui leur va. Pour le reste, je vois rien d'autre. J'aimerais juste qu'on écoute 30 secondes Michel Maffezoli, qui est sociologue français et qui explique qu'il y a un véritable décalage aujourd'hui entre les Français et leurs élites et ceux qui prennent la décision. Écoutez-le. Moi, je pense que nous sommes à un de ces moments qui arrive chaque 3 ou 4 siècles, hein, c'est pas régulier en fait, mais où dans le fond le peuple ne se reconnaît plus dans ceux qui ont le pouvoir de dire et ceux qui ont le pouvoir de faire, c'est-à-dire l'oligarchie médiatico-politique. Voilà.
Donc, du coup, il y a des formes d'explosion. C'était les Gilets jaunes il y a 3 ans. C'est ces soulèvements que l'on sait, c'est les manifestations auxquelles on assiste en France d'une manière assez régulière, chaque samedi. Et tout ça traduit, encore une fois, des accords. Et donc, cette stratégie de la peur, à certains moments, il y en a assez. Il va y avoir de ces soulèvements parce que tout d'un coup, la coupe est pleine. Vous voyez, c'est-à-dire que on a supporté cette stratégie de la peur et puis à un moment donné, ça ne marche plus. C'est ce qui, à mon avis, est en train de se passer. Je répète, qui va se développer encore. Nous sommes qu'au début d'un tel processus. Vous partagez, Charles Consigny, cet avis de Michel Pézoni? Pour partie, oui, mais pas complètement, au sens où, d'abord, moi, je pense que plus simplement, si on arrêtait d'emmerder les Français, pour citer un président bien connu, on n'aurait pas tous ces mouvements. C'est vous-même qui rappeliez à juste raison que les Gilets jaunes, c'est parti d'une taxe sur l'essence et d'une réduction du nombre de kilomètres-heure autorisés sur la route. C'est ça qui a mis le feu aux poudres parce qu'on trouvait que c'était complètement illégitime. Là, le mouvement de ce convoi de la liberté, c'est parce que on oblige les gens à tout un tas d'obligations sanitaires et ils ont été, pour l'instant quand même, je trouve, les Français dans l'ensemble extrêmement dociles parce que ils ont soutenu, parce qu'ils comprenaient. Je sais pas. Pas eu le choix. Moi, j'ai accepté. Oui, d'accord. Ils ont soutenu. Non, parce qu'ils ont pensé à leur santé, banalement. Mais tu dis ça, moi j'ai accepté. Je constate les faits. Jean-Claude, laissez parler. Il y a soutenir et il y a tolérer. Moi j'ai toléré, par exemple. Je me suis fait vacciner, j'ai mis mon masque, j'ai fait mes attestations pendant le premier confinement pour aller chercher ma baguette de pain. Bah oui. Moi aussi. Mais ça voulait pas dire que je soutenais ces mesures. Ça veut dire que je les tolérais. C'est tout à fait différent. Et donc je pense que là, le seuil de tolérance est un peu en train de sauter. Et ensuite, je voudrais quand même dire une chose, c'est que ce qu'on dit, l'oligarchie médiatico-politique qui ne représente plus les Français, etc. Moi, je trouve que là-dessus, franchement, la société dans son ensemble devrait changer de ton et de sévérité avec les hommes politiques et les femmes politiques. Je trouve que c'est devenu en réalité assez difficile de faire de la politique et je vois pas pourquoi les hommes et les femmes politiques deviendraient les souffres-douleurs de toute la société. Et je constate qu'aujourd'hui, des humoristes, des matinales aux chroniqueurs du soir, en passant par les réseaux sociaux, les journaux, etc., les hommes et les femmes politiques, et même la magistrature d'ailleurs, les hommes et les femmes politiques sont devenus les souffres-douleurs de toute la société. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui devrait changer. C'est normal d'être exigeant vis-à-vis d'eux, parce que typiquement, ils prennent des décisions lourdes, ils sont élus, ils sont rémunérés, etc. Mais de là à leur faire porter sur les épaules le poids de tout ce qui nous arrive, je trouve que c'est un peu facile et que ce serait bien de rééquilibrer un peu les choses. Alexandre Devecchio. Il ne s'agit pas de les traiter de bouc émissaire en quelque sorte. Je pense que dans la critique de la politique aujourd'hui, il y a une très grande aspiration à la politique en réalité. Si ça ne fonctionne pas, s'il y a une crise de régime, c'est parce que depuis des années, les politiques sont impuissants, les technocrates, à résoudre les problèmes concrets des Français, et c'est ajouter à cela ce que vous expliquez, les emmerdements en plus, parce que plus les politiques ont été impuissants, plus il y a eu d'interdictions dans tous les sens, l'interdiction de fumer dans les cafés, de rouler vite, et aujourd'hui ça s'est accentué bien sûr avec la crise du Covid, et en plus avec un côté technocrate où on expliquait aux gens qu'ils ne pouvaient pas boire debout au café. Donc c'est tout ça en fait, donc la marmite bout, je crois, et en fait il y a une crise parce que le personnel politique actuel n'est pas en capacité pour l'instant de résoudre les problèmes, et les gens cherchent des alternatives. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est qu'ils sont désaffiliés. Ils ne sont pas derrière un homme, derrière un parti, derrière un syndicat. Ils combattent un système qu'ils ne parviennent pas très bien à définir. Qui a échoué. Parce que, Alex, quand même, dans beaucoup de pays européens, on s'en est mieux sorti. Y compris avec la crise sanitaire récente, y compris avec la mondialisation plus ancienne. L'Allemagne notamment. Mais pas seulement. Pas seulement. Le problème, c'est que les Français voient l'état de leur pays. Je ne vais pas revenir sur les chiffres que je donnais tout à l'heure. C'est un échec sur à peu près toute la ligne. Et même nos fameux services publics sont en train d'imploser de l'intérieur. C'est un échec sur presque toute la ligne. C'est ça que les Français, à juste titre, trouvent un peu raté sur les bords. Ils disent ces politiques ne valent pas un clou. Plus l'administration, plus la bureaucratie, ça fait beaucoup pour un seul pays.